Bonjour à tous, merci de me donner l'opportunité de réfléchir avec vous autour de cette question. Mes conflits d'intérêts, je travaille beaucoup avec les firmes pharmaceutiques, mais je ne vais pas parler de médicaments. Et mes autres conflits d'intérêts, c'est que je n'ai rien à voir avec le monde de la douleur. Je suis psychiatre pour enfants et professeur de statistique. Donc j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt la présentation précédente et je comprends que quand on voit cette espèce de tourbillon technologique hyper multidimensionnel avec des variables humaines, de relations médecin-malade, d'hypnoanalgésie, de spécificité du patient, de spécificité de sa pathologie, parce que la douleur, en fait, ça veut dire quelque chose, mais la douleur, c'est une pathologie derrière la douleur, et vous avez à travailler avec des pathologies complètement différentes, qui font que les prises en charge soient aussi différentes. Et puis des mesures, comment mesurer la douleur, donc le VA, ça vaut pas grand-chose, etc. Et puis après, il faut tirer au sort, il faut faire des moyennes statistiques. Mais qu'est-ce que ça vaut des moyennes statistiques quand tout le monde est singulier, quand le chirurgien est un chirurgien particulier, quand l'anesthésiste est particulier aussi, et quand le patient est particulier, on a du particulier au cube, et donc la statistique n'a rien à voir avec tout ça. Bon, alors, le truc, c'est que en fait, vous n'êtes pas les seuls dans cette situation. Toutes les spécialités médicales sont aujourd'hui confrontées exactement au même problème, et c'est pour ça qu'il y a cette tarte à la crème de médecine personnalisée. Bien sûr que la médecine est personnalisée, bien sûr. Donc, oui, on est tous confrontés au même problème, et en fait, de mon point de vue, vous n'êtes pas les plus mal lotis. Peut-être qu'il y a moins d'argent pour faire de la recherche clinique dans le domaine de la douleur qu'en cardiologie ou en cancérologie. Ça, c'est un problème. Mais ce n'est pas un problème méthodologique, c'est un problème politique. Alors, essayons de prendre du recul. On va mettre de côté toute la question de la singularité, toute la question du placebo, parce qu'en fait, le placebo, c'est de la relation médecin-malade, et on est bien d'accord, la relation médecin-malade n'est pas évaluée dans la médecine occidentale, et c'est pour ça qu'on a cette espèce de buzz aujourd'hui autour des soins non conventionnels, de l'évaluation de l'homéopathie, et vous savez de cet article paru dans le Figaro par une centaine de collègues, en particulier généralistes, qui s'offusquent de ça, de prescrire des placebos, mais en fait, tout ça vient du fait qu'effectivement, un pan entier de tout ce qui nous a été présenté tout à l'heure, c'est-à-dire de ce qui fait qu'un soignant humain s'occupe d'un patient douloureux et que dans cette prise en charge, eh bien, la relation médecin-malade joue de façon considérable. Ça, effectivement, on va le mettre de côté. Et je peux vous dire qu'en psychiatrie et quand on évalue une psychothérapie, vous imaginez bien que le même problème se pose. Le même problème se pose. Alors, il existe des méthodologies qualitatives qui sont particulièrement intéressantes. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'objectif de notre topo, c'est pour l'avenir, quand il faudra arriver à accepter que l'on puisse faire de la recherche biomédicale sans avoir uniquement à s'occuper de nombres. Donc on prend du recul. Finalement, les essais thérapeutiques dans la douleur, la question des biais, ce n'est pas tant la catastrophe que ça. Parce que la question des biais dans l'évaluation des thérapeutiques, c'est quoi? D'abord, on tire au sort. Pourquoi on tire au sort? Parce que comme ça, il n'y a pas de biais d'indication, il n'y a pas de biais jusqu'au moment où on tire au sort. Comme on tire au sort, en moyenne, les sujets du groupe A sont identiques aux sujets du groupe B, en moyenne. Et donc il n'y a pas de biais jusqu'au moment où on tire au sort. Alors après, une fois qu'on a tiré au sort, on peut induire des biais, et vous savez que c'est pour ça que l'on fait des essais en aveugle, parce que si on lève l'aveugle, effectivement, il peut y avoir un biais, le fait de dire qu'on se sent mieux avec un traitement, parce qu'on sait que c'est ce traitement. Et dans le domaine de la douleur, c'est une évidence. Et bien sûr, l'évaluation des soins chirurgicaux, par exemple, sont particulièrement sujets à ce type de biais, parce qu'il est possible que, passer sous les mains d'un chirurgien, ça fasse quelque chose, rien que parce qu'on est passé sous les mains d'un chirurgien. Donc ça c'est un problème, mais en fait ce n'est pas un problème spécifique au monde de la douleur. Donc on tire au sort et on fait des aveugles, et puis vous savez que c'est comme ça qu'on fait, qu'il y a des milliers d'articles qui paraissent comme ça tous les ans, et c'est un consensus, et c'est pas... Ça fonctionne relativement bien, à la nuance près que quand on tire au sort, effectivement, on s'intéresse à l'effet d'une thérapeutique sur un sujet moyen, et qu'on a vu tout à l'heure que la notion du sujet moyen en thérapeutique, quand elle devient extrêmement spécifique, ça peut poser problème, mais c'est ainsi que fonctionne l'évaluation des thérapeutiques aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait de la santé publique, on s'intéresse à des sujets moyens. Donc, dans le domaine de la douleur, comme dans les autres domaines, on tire au sort et on fait de l'aveugle. Alors après, il y a la question de la mesure d'efficacité. Alors, le VA, c'est pas bon.
D'accord, mais vous savez, il n'y a pas grand-chose de bon. Quand on évalue un antihypertenseur, ben, quel est le critère d'efficacité? La tension artérielle. Ben oui, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que les gens ne fassent pas d'infarctus du myocarde. Après tout, la tension artérielle, s'il y avait qu'elle qui était élevée, ça ne serait pas tellement un problème. Et c'est de la même façon, le critère d'efficacité dans le diabète de type 2, c'est l'hémoglobine glyquée. Ben oui, mais bon, sauf que ben aujourd'hui, on sait que c'est pas terrible, l'hémoglobine glyquée. Et qu'effectivement, les meilleurs critères d'efficacité, ça serait les problèmes vasculaires, macro ou micro, mais il faudrait attendre 10 ans, 20 ans pour les observer, et donc ça coûte très cher, et donc comme ça coûte déjà assez cher, ben, on ne le fait pas trop. Et donc du coup, ben, on ne sait pas tellement comment les antidiabétiques fonctionnent, et vous savez qu'il y a même des méta-analyses qui disent que la metformine, finalement, ça ne servirait à rien. C'est pas moi qui le dis, c'est une méta-analyse parue dans le BMJ par des collègues médecins généralistes français. Alors ça suscite un débat chez les diabétologues, mais moi je les laisse tranquilles, c'est pas mon topo. En tout cas, l'hémoglobine glyquée, c'est compliqué, et même évaluer un antidiabétique oral, c'est compliqué. En cancérologie, on va dire, cancérologie, là, c'est facile. Ben non, c'est pas facile dans le cancer du sein. Quels sont les critères d'efficacité? La survie sans progression, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cancer de la prostate, la survie sans progression, ça sert à quoi? Et pourtant, c'est ça dont on dispose aujourd'hui quand on évalue un anticancéreux, sauf exception. Donc vous voyez, dans l'ensemble des champs de la médecine, les critères d'efficacité, c'est pas simple. Alors, pour la douleur, comment ça s'est passé? Eh bien, pour l'avoir vécu, quand j'étais interne, j'ai collaboré avec un anesthésiste qui voulait créer un instrument de mesure de la douleur à base de physiologie. Où il aurait fait un mélange statistique de la perméabilité cutanée, du rythme cardiaque, de la tension artérielle, etc. À cette époque, il y avait encore le fantasme de pouvoir mesurer objectivement la douleur. On peut y arriver un peu, on peut y arriver un peu. Mais ça n'est qu'un critère de substitution. Et ça a été une révolution du dernier quart du XXe siècle. C'est qu'en fait, la douleur, j'ai envie de dire par principe autant que par réalité clinique, c'est au patient de l'exprimer. Alors pourquoi ça? Parce qu'il faut être honnête, les médecins ne sont pas très forts pour apprécier le fait que leur patient est mal ou pas mal. Et ça, c'est quelque chose c'est un demi-mystère, parce qu'on pourrait dire c'est subjectif. Il y a des arguments qui ne sont pas très bons. L'argument numéro 1 était que ce sont les patients qui ont mal, et donc c'est à eux de dire s'ils ont mal, puisque ce sont eux les critères, ce sont les gold standards. Figurez-vous qu'en fait, ça paraît évident, mais il y a plein de domaines, c'est vraisemblablement inexact. Par exemple, en psychiatrie, pour évaluer une dépression, c'est le patient qui se sent mal et donc qui devrait dire par principe comment il va. C'est pas comme ça qu'on fait, c'est le psychiatre qui évalue le patient. Pourquoi? Eh bien, contrairement à la douleur, un clinicien évalue très bien le niveau de tristesse et de souffrance émotionnelle d'un sujet. Et c'est pas qu'un psychiatre, Tous les êtres humains sont comme ça. Quand vous rentrez chez vous le soir, que vous trouvez votre mari ou votre épouse et que vous dites ça va et qu'il vous répond ça va, bon, en 10 secondes vous percevez le fait qu'il se passe quelque chose. On est redoutablement efficace pour percevoir les émotions des autres, en particulier les émotions négatives. Et bien pour la douleur, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et effectivement, il y a eu, vous savez, des scandales qui ont été pointés, en particulier dans le livre d'Annie Gauvin-Picard, La douleur de l'enfant, et donc en particulier en douleur pédiatrique. Pendant des années, eh bien, on a sous-traité, ça vous le savez infiniment mieux que moi, on a sous-traité la douleur des enfants, de la même façon pour la douleur de l'accouchement. Et donc, par un mouvement à la fois clinique, c'est-à-dire nous avons du mal à évaluer la douleur de nos patients par empathie, et par un mouvement sociétal, les patients en ont eu marre que l'on ne traite pas leur douleur, eh bien, dans le dernier quart du XXe siècle, est arrivé le VA, qui est l'espèce d'instrument bizarre, qui échappe à la psychométrie traditionnelle, puisque c'est une mesure subjective où il y a une question, et où c'est le patient qui dit. Alors, je vais englober sous le terme de VA, le VA traditionnel, et puis les échelles numériques, etc., etc. Ce sont des variantes méthodologiques, et l'importance est mineure. Alors, est-ce que ça marche, ce VA? Est-ce que c'est si mauvais que ça? En première approximation, là aussi, c'est pas pire que le reste. Que mesure une créatininémie? La fonction rénale, mais pas tant que ça. Et donc le VA, ça mesure la douleur, mais pas tant que ça.
Donc rien en médecine ne mesure des choses claires, carrées, dont on sait exactement à quoi ça correspond. C'est toujours comme ça. Donc oui, le VA, effectivement, on sent déjà que poser une question avec un nombre qui varie de 1 à 10, ça ne va pas être terrible. Mais finalement, vous savez, hein, si on s'en sert depuis 30, 40 ans, c'est comme ça que ça marche en psychométrie. La validité essentielle, c'est la validité historique. Quand tout le monde utilise un instrument depuis 40 ans, c'est que l'instrument fonctionne. Pourquoi? C'est une question de validité concurrente et de validité externe. C'est que si chaque fois qu'on a une hypothèse physiologique, alors on utilise le VA et que ça permet d'écrire un papier, ça veut dire quelque part que le VA devait bien mesurer quelque chose qui avait à voir avec la douleur. Un peu, puisqu'on arrivait à trouver un résultat en rapport avec les hypothèses physiologiques que l'on avait. Et donc ça marche pour la douleur, ça marche pour la dépression, ça marche à peu près pour toutes les mesures subjectives. Au fur et à mesure qu'un instrument est utilisé et que tout le monde continue à l'utiliser, c'est que quelque part, il doit bien mesurer ce qu'il est censé mesurer. Du moins à la louche, on est bien d'accord. Et on va revenir là-dessus. Donc le VA a une validité historique. Et alors en plus, il y a quelque chose de très intéressant et qui d'ailleurs répond à la question pourquoi il n'y a que dans le domaine de la douleur, en gros, que le critère d'efficacité, qui est un gold standard, ne repose que sur une question. Dans la dépression, il en faut en général entre 10 et 30, dans la qualité de vie encore plus, dans l'anxiété, la fatigue, les nausées, etc. Il faut plein de questions, il n'y a que dans la douleur qu'il faut une question seulement. Eh bien, ça vient vraisemblablement d'un travail qu'une linguiste australienne a réalisé qui s'appelle Anna Wierzbicka sur les semantic primes. C'est-à-dire que c'est un travail assez spectaculaire. Elle a fait l'hypothèse, qui est corroborée par des travaux de terrain, qu'en fait, toutes les langues, tous les mots de toutes les langues reposeraient sur 60 mots essentiels. 60 mots, c'est très très peu. Hein. Et qu'en fait, tous les mots qu'on utilise dans notre langue, plusieurs dizaines de milliers, ne seraient que des combinaisons de ces 60 mots essentiels, et on résumerait une combinaison par un nouveau mot pour éviter que les phrases soient des phrases à rallonge. Eh bien, figurez-vous, alors il n'y a pas douleur, bien sûr, mais vous savez que douleur, en fait, c'est un mot médical. Hein. Il n'y a que les patients douloureux chroniques qui peuvent connaître le mot, mais dans la vie de tous les jours, les gens n'utilisent jamais ce mot. Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai mal. Du moins en français, c'est ça qui est intéressant. C'est pas forcément la même chose dans toutes les langues. Mais on dit j'ai mal. Eh bien, j'ai, je et mal sont deux des 60 semantic primes de Anna Wierzbicka. C'est-à-dire qu'on voit que la douleur, avoir mal, est quelque chose de sémantiquement extrêmement archaïque, primaire. Alors là aussi, ce que je vous dis, c'est à la louche. Parce qu'on est bien d'accord, il y a plein de façons d'avoir mal. On est bien d'accord, on y reviendra dans 10 minutes. Mais, de but en blanc, dans notre vie, nous expérimentons tous, dans toutes les cultures, dans tous les pays, le fait d'avoir mal, et en général, ce avoir mal, ça correspond à ce que vous appelez ici de la douleur. Et donc du coup, quand vous posez une question à l'aide d'une EVA, eh bien ça marche pas si mal. Ça marche beaucoup mieux que quand vous posez la question êtes-vous déprimé, parce que déprimé, c'est pas un semantic prime du tout. C'est extraordinairement complexe, la notion de dépression. Donc du coup, l'EVA, finalement, ça marche pas si mal. Alors, oui, mais... D'accord. Oui, mais avoir mal, on peut dire si on a mal ou pas, mais traduire ça par un nombre, ça devient beaucoup plus compliqué. Et puis quand on demande à des gens, dans la journée d'hier, dans la dernière semaine, quelle était en moyenne l'intensité de votre douleur? Alors là, c'est encore plus compliqué, vous imaginez. Faire sommer une impression de douleur, déjà la quantifier et puis d'en faire une moyenne dans sa tête, c'est quelque chose de compliqué. Donc effectivement, il peut y avoir des biais dans les mesures de douleur. Le biais, moi, qui m'a interpellé le plus, et que vous connaissez tous, c'est que les femmes ont plus mal que les hommes. Alors, il y a une littérature considérable sur ce sujet, que vous connaissez infiniment mieux que moi, et j'ai trouvé un excellent papier de Journal of Pain paru en 2004, c'est une revue de la littérature, 64 pages sur le gender effect dans la douleur. Et il y en a tout.
Tout des modèles expérimentaux jusqu'à des variables subjectives, à la question de la ménopause, de l'imprégnation hormonale, du rôle de la femme dans la société par rapport à la douleur, etc., etc. Et la conclusion, c'est que, alors ce qui est sûr, c'est que les femmes ont plus mal que les hommes, c'est complètement reproductible, à part dans les douleurs ischémiques. Ce qui est curieux, c'est que dans une douleur ischémique, les femmes ont aussi mal que les hommes. On voit déjà que ce n'est pas aussi simple que ça. Et que bien sûr, il y a une part sociologique, c'est-à-dire l'homme doit être fort et la femme peut se reconnaître moins forte et donc peut dire qu'elle a moins mal. C'est une évidence de la clinique de tous les jours, à laquelle, naturellement, vous êtes bien plus confrontés que moi. Il y a sûrement aussi des variables psychologiques, le fait qu'une femme a le droit d'exprimer ses émotions plus facilement qu'un homme et qu'elle le fait, mais il y a vraisemblablement aussi des variables biologiques qui font que les femmes ont plus mal. Donc du coup, il y a un biais, effectivement. Il y a un biais, même si dans les essais, on fait des différences avant-après, qu'en principe, le biais se soustrait. Alors, il y a un autre biais qui est un biais sociologique. Vous savez, maintenant, il y a des pays où, quand on va aux urgences, les gens savent que s'ils veulent être bien pris en charge, il va falloir qu'ils répondent 10 sur le score de VA. Hein? Et donc ils arrivent, ils disent le VA, parce que c'est obligatoire, c'est dans les recommandations, on doit donner le VA, et les gens, ils répondent 10, et comme ils ont répondu 10, alors ils sont obligés d'être aiguillés vers là, où effectivement on va leur donner plus de médicaments, on va répondre plus vite à leur attente. Et donc bien sûr, là c'est biaisé. Donc on est bien d'accord, il y a des biais. Alors, est-ce que c'est des biais qui ont un réel impact dans la recherche clinique? Eh bien, possiblement. Il y a un très bel exemple, c'est un essai d'hypnoanalgésie dans les douleurs de l'accouchement. Donc, pas d'antalgie que lors d'un accouchement, et puis on tire au sort des femmes, la moitié font de l'auto-hypnose et l'autre moitié accouche. Quel est le résultat? Le résultat, c'est une catastrophe, ça ne marche pas, et il y a même plus de complications avec l'hypnose. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, évaluer les thérapeutiques, c'est compliqué, parce que quand on regarde dans le détail, les complications venaient d'où? Eh bien, les femmes se mettaient en auto-hypnose à partir du moment où elles entraient en travail. Et donc, quand elles arrivaient à la maternité, elles étaient cool, et les sages-femmes disaient « mais vous n'êtes pas en travail, vous allez rentrer chez vous ». Et donc, en fait, quand elles revenaient, parce qu'elles étaient vraiment, vraiment en travail, ben, c'était parfois un peu trop tard, et donc il y avait plus de complications. Et le deuxième point, c'est que 3 mois après l'accouchement, on a interrogé les femmes sur leur souvenir de leur accouchement. Et là, il y a une différence significative entre les femmes qui ont accouché sous hypnose et les femmes qui ont accouché autrement. Et donc, une interprétation est que, eh bien, effectivement, comme vous le savez, la douleur, même si c'est un semantic prime, c'est j'ai mal, mais j'ai mal, c'est quelque chose de phénoménologiquement extraordinairement subtil, que l'anxiété, la fatigue, les émotions, les cognitions, etc., etc., tout est mélangé là-dedans, et que dire j'ai mal et de mettre un nombre, en fait, on ne sait pas trop à quoi correspond ce nombre. Vaguement, c'est une intensité de douleur, mais dans le détail, ça nous échappe. Et il est vraisemblable, il est possible que les femmes qui accouchaient sous hypnose sentaient la douleur, donc elles disaient « oui, j'ai mal », mais que l'expérience subjective de la douleur n'était pas la même. Et du coup, c'est pour ça que le souvenir qu'elles avaient de leur accouchement était meilleur. Alors, donc oui, effectivement, ça peut poser des problèmes méthodologiques de mesurer la douleur pour évaluer les prises en charge. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que j'aurais dit spontanément, c'est eh bien, il faut aider les patients à avoir un meilleur insight sur leur douleur pour que le résultat sur une EVA soit plus interprétable. Et ce qui est fantastique, c'est que des gens l'ont fait et ils ont publié le travail en 2016, dans Pain. Donc, c'est un essai randomisé, 3 bras. Donc, on prend des gens douloureux, avec de l'arthrose, avec des douleurs neuropathiques diabétiques, et puis avec des lombalgies. Donc on en a 80, 80, 80. À 80, ils sont briefés. On essaie de voir avec eux à quoi correspondrait un 1, un 2, un 3, un 5, un 10 sur une VA. On essaie d'expliquer pourquoi la fatigue, ça peut interférer avec la douleur, l'anxiété, etc. Et que nous, on voudrait que la douleur. Ce qui est d'ailleurs une vraie question. Est-ce que c'est que la douleur que l'on veut? Mais en tout cas, c'était ça dans le papier. Et là, après, tous les jours, une investigatrice les appelait pour leur demander s'ils avaient mal plus ou moins. Et puis l'autre bras, ils étaient briefés aussi, mais c'était un automate qui appelait et qui leur demandait s'ils avaient mal plus ou moins. Et puis le dernier bras, c'est un bras contrôle. Les résultats, c'est que c'est pas très différent.
C'est-à-dire, contrairement à ce que j'aurais pensé et qui marche assez bien en psychiatrie, quand on aide les gens à exprimer leurs émotions, eh bien, la fiabilité des mesures est meilleure. Eh bien, dans la douleur, ça marche un tout petit peu, mais pas beaucoup. Alors, pourquoi? Alors là, on est obligé de faire des hypothèses. C'est que je pense que la douleur étant proche d'un sémantique prime, de but en blanc, la qualité de la mesure est relativement bonne par rapport aux autres mesures subjectives. Et d'ailleurs, c'est pour ça, comme je le disais, il n'y a qu'une mesure, il n'y a qu'une question. Et cette question n'est pas si mauvaise que ça. Mais alors après, pour aller au-delà de cette mesure un peu frustre, qui marche mais qui est un peu frustre, il faut se poser la question, mais finalement, quand je dis j'ai mal, vous sous-entendez quoi exactement? Et quand vous dites 8, finalement, ça correspond à quoi ce 8? Et ça, en fait, c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué. C'est-à-dire dire j'ai mal, mais j'ai mal en quoi? Et quand vous me demandez quel est le nombre que j'ai associé avec ce mal, mais quel mal entendez-vous et quel nombre voulez-vous que j'associe en fonction de cette intensité? Cet effort que l'on doit faire là est terrible en termes de compréhension. Et je pense que la plupart des patients, pour la plupart des patients, c'est trop compliqué d'avoir un tel niveau d'insight. Même en les briefant, on ne va pas arriver à faire qu'on va améliorer les mesures. Bon, alors je ne vais pas terminer sur une note pessimiste parce qu'il y a toujours des solutions. Dès qu'on a des problèmes en recherche, on a toujours des solutions. Moi, je vois deux types de solutions. La première, c'est ce qu'on appelle l'Ecological Sampling Measurement, qu'on fait beaucoup dans le domaine des mesures subjectives avec des smartphones. C'est-à-dire maintenant, on envoie un SMS aux patients et puis à peu près 5 ou 6 fois dans la journée, avec une heure tirée au sort, on leur demande juste « Avez-vous mal? Donnez-moi un nombre de 1 à 10 » et ils répondent avec le SMS. Donc là, c'est le nombre de mesures. Si pendant 15 jours, on a 7 mesures par jour, on va avoir, en moyennant, en faisant des modèles dans le temps, on va avoir une précision statistique qui va faire que l'imprécision de l'instrument va diminuer. Donc ça, c'est une première piste. En plus, c'est intéressant parce que c'est écologique, c'est-à-dire on peut mesurer ça en temps réel. La deuxième piste, qui est un peu plus originale, c'est de faire du semi-qualitatif. C'est que je pense qu'il y aurait, et ça je ne l'ai pas vu dans la littérature, je pense qu'il y aurait la possibilité, plutôt que de faire coter des EVA par des patients, de les faire parler sur leur douleur. C'est-à-dire, en ce moment vous avez mal, d'accord, mais expliquez-moi comment vous avez mal. En quoi vous avez plus ou moins mal depuis la semaine dernière? Et donc les sujets parleraient pendant 15, 20 minutes, une demi-heure de leur douleur dans leur vie, etc. Et là, on ferait coter ça par des investigateurs indépendants de façon centralisée, en cotant la vidéo, en ayant plusieurs cotateurs, et là on diminue l'erreur de mesure, et là on n'aurait pas le biais de l'évaluation subjective de la douleur, ça serait le discours du patient qui serait coté, et ça on sait que ça marche pas trop mal. Voilà, en tout cas, c'est un sujet de recherche passionnant, l'évaluation de la douleur et l'évaluation des thérapeutiques dans le domaine de la douleur. Et ce qui est passionnant aussi, c'est qu'il y a des solutions à creuser et je compte sur vous pour qu'on puisse travailler ensemble là-dessus. Je vous remercie pour votre attention.